Bonjour à tous et merci d'être ici avec nous aujourd'hui pour notre webinaire de planification fiscale de fin d'année 2024. Merci d'être avec nous parce qu'on sait que votre temps est précieux. Le fait que vous passez la prochaine heure avec nous, nous en sommes très heureux. Après une année très tourmentée et un succès du webinaire de l'année passée, nous sommes très heureux de réaccueillir pour une deuxième fois Madame Nathalie Hott qui est avec nous aujourd'hui. Nathalie, elle est chef de pratique, gestion des risques et savoir en fiscalité au CQFF, qui est le Centre québécois de formation en fiscalité. Alors aujourd'hui, bien sûr, ce que nous allons faire, c'est qu'on va faire un survol de toute une panoplie de questions. Alors, on va vous inviter, bien sûr, à nous en poser des questions. Donc, tout au cours du webinaire, vous pouvez nous en poser. Ils vont nous être partagés sur la tablette qui est devant moi. Bien sûr, qu'on fait une présentation comme aujourd'hui, il y a toujours une petite mise en garde que l'on aime faire. Tout ce qu'on va discuter aujourd'hui, ce sont vraiment des renseignements à titre informatif. Donc, on va discuter de plein de stratégies, mais bien sûr, chaque cas est différent. Donc, on vous invite toujours à consulter un conseiller, un juriste, que ce soit aussi un fiscaliste dans vos cas spécifiques. Donc, aujourd'hui, on va vraiment discuter et vous informer du plus que l'on peut. Donc, on a très hâte de parler des différents sujets avec vous. Avant tout, on voudrait vous informer du prochain concours de gestion féerique. Ça va commencer le 16 décembre prochain jusqu'au 3 mars. Nous allons faire gagner 5 prix de 1000 dollars pour toute personne qui ferait une cotisation dans un des comptes enregistrés suivants: Régime épargne-études, CELIAP, CELI et REER. Aussi, un petit point, si vous voulez maximiser vos chances de gagner, chaque compte va vous permettre de faire un vote. Donc, si vous faites un dépôt dans un régime épargne-études, dans un CELI et dans un REER, ça vous donne 3 chances. Donc, si vous avez différents comptes avec nous, bien sûr, vous avez peut-être des meilleures chances de gagner. Mais on n'est pas là pour discuter de cela aujourd'hui. On est là de regarder une revue fiscale de l'année. Il y a eu énormément de modifications cette année. Les gouvernements aiment nous garder à l'affût, je pense. À chaque année, il y a quelque chose de nouveau. Ah là là, Et on va à quel ratisser budget? large. Oui, on va parler de retraite, de résidence, d'immobilier, de famille, de projet, mais on ne pourrait pas passer 2024 sans parler des gains en capitaux. Mais avant, j'aimerais qu'on regarde les tables d'imposition. Il y a peu vraiment de modifications à ce niveau-là. C'est indexé annuellement, donc les taux n'ont pas changé, les paliers sont juste indexés, mais les taux n'ont pas changé. Et tout n'a pas changé. Donc, pour beaucoup de monde, il n'y a pas de nouveauté à ce niveau-là, Non, mais c'est une sauf nouveauté au pour le foyer. gain en capital, la dernière petite colonne, mais tu y viens. On y va tout de suite, parce que là, c'est là que je vais te laisser toute la place. Il y a énormément d'encre qui a coulé à ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe? Et encore maintenant, il y a encore beaucoup d'encre qui coule à ce niveau-là. Donc, Oui, expliquons aux gens les différences d'impact qu'on a eu à travers les différents types de gains. oui. Eh bien, c'est l'heure du budget, hein, fédéral. On a été un peu surpris. On l'attend à chaque année, il y a des rumeurs. Oui. Puis cette année, on dirait qu'on avait laissé tomber la rumeur. Puis bouf, on a été un peu surpris de dire, oh, c'est cette année qu'on augmente le taux d'inclusion du gain en capital. Donc, le gain en capital et les pertes en capital sont inclus ou déductibles à 50 généralement depuis bon nombre d'années. Et à compter du 25 juin 2024, on a fait passer ce taux-là à 66 et 67. Donc, 66 et 2 tiers. Par contre, on a pour les particuliers Oui. seulement, on est venu mettre un plafond de 250 000 annuels par personne. Et ce plafond de gains en capital net, ça veut dire qu'on va calculer dans une année tous les gains moins les Mhm. pertes. Le net en bas de 250 000 va toujours être imposable à 50. C'est seulement l'excédent Exact. qui va être assujetti à 66 et 2 tiers. Malheureusement, le plafond ne s'applique pas ni aux fiducies ni aux sociétés. Surtout, sociétés, ça fait un peu plus mal à nos entrepreneurs Oui. qui économisent. Tu sais? Oui, Ouais. absolument. Puis là, en fin de compte, quand je regarde le tout, on sait que c'est non indexé aussi. Fait que présentement, c'est 250 000. Oui, Puis beaucoup de personnes qui avaient des craintes lors de vente d'immeubles ou quoi que ce soit parce qu'ils avaient peur. Mais en fin de compte, quand on a un couple, c'est vraiment 500 000 pour pour le le couple. couple. Oui, ben, Donc, on est propriétaires les bien deux. sûr, les Oui, deux, tout oui, à fait. à ce niveau-là. Oui, Donc, super intéressant. Mais les autres choses, les taux d'intérêt, dividendes non déterminés ou ça, dividendes ça n'a pas. déterminés, il n'y a eu aucune modification Oui. à ce niveau-là. La question qu'on me pose beaucoup, Nicolas, c'est pas encore loi. Oui. Donc, Qu'est-ce qu'on fait? qu'est-ce qu'on fait? Donc, pour l'instant, l'Agence de Revenu Canada va l'appliquer comme si c'était loi.
Par contre, on n'a pas de projet de loi et tant qu'il n'y aura pas de sanction royale, si le gouvernement tombe Mhm. et qu'on tombe en élection, il faut que le nouveau gouvernement représente un projet de loi. Généralement, ça se fait souvent dans les mesures où le nouveau gouvernement va Mhm. représenter à peu près les Ouais. mêmes conditions. Ici, on a une petite incertitude, bien Si c'est entendu. pas les libéraux et les conservateurs qui C'est rentrent, ça. est-ce qu'ils vont vouloir Ouais. s'amener? On le sait pas. Probablement qu'ils vont, probablement, là, mon guess, ça serait qu'ils l'amèneraient parce qu'il y a quand même eu beaucoup de transactions, puis il y a une incertitude qu'on ne veut pas éteindre. Hein, dans le fond, on a permis, quand on a annoncé ça au mois d'avril, on a mis la date d'application au 25 juin pour permettre aux gens de planifier. Donc, mais ce qui pourrait arriver, ça serait plus peut-être changer certaines règles, Mhm. réduire le taux d'inclusion, augmenter le 250 000 de plafond annuel, l'indexer, etc. Mais ça va être à suivre, mais pour l'instant, on le fait comme ça. Donc, quand on parle de faire nos déclarations d'impôts pour 2024, les sessions financières sont déjà prêtes, c'est déjà pris en compte Tout à que fait. Les c'est fait. logiciels aussi, OK. ils viennent d'avoir l'autorisation là, des gouvernements pour monter les formulaires avec cette mesure-là. Excellent. Si on passe du côté retraite, il y a eu quelques petits changements aussi. Beaucoup de rappels aussi qu'on voulait vous faire aujourd'hui. Quand on parle du REER, bien sûr, la date limite pour faire vos cotisations pour l'année 2024 est le 3 mars 2025. Donc, c'est toujours les 60 premiers jours. Et comme les 60 premiers jours tombent une fin de semaine, on nous donne le lundi qui suit. Ce n'est pas le lien nécessairement avec la retraite, mais c'est le lien avec le REER. Le rap a eu une augmentation. Donc, il y a un impact. On a eu beaucoup de discussions avec des jeunes ingénieurs ou des jeunes clients qui nous posaient beaucoup de questions sur l'accès à la propriété. Ça, c'était une des nouvelles solutions qui est arrivée cette année. Donc, un 60 000 de rap. Ouais, par personne, Oui, ça permet beaucoup de stratégies. oui, oui, Donc, absolument. En c'est plus du vraiment, CPAP en plus. en plus du CELIAP et du CELI à la limite, Oui, c'est beaucoup de stratégies de planification d'épargne en vue de. exactement. Puis le retour aux études, ça n'a pas changé. Tout reste la même chose. Et encore, le bon vieux fractionnement de REER de conjoint, ça fait des années que ça existe. Des fois, on se fait encore poser la question, mais pourquoi est-ce que je fais un REER de conjoint si je peux fractionner à ma retraite? Mais c'est après 65 ans. Il faut toujours se rappeler ce Oui, petit détail-là. oui. Le REER de conjoint a encore un avantage. Beaucoup. Et c'est après 65 ans pour les fonds de pension, Oui. mais le REER au conjoint permet aussi un fractionnement plus élevé que 50. Le fonds de pension, on peut aller jusqu'à un maximum de Mhm. 50. Tandis que le REER, je pourrais choisir 80 ou un retrait plus élevé Oui. à 100 dans les revenus pour X, Y raison. Donc, il y a plus de flexibilité. L'important, c'est de le planifier parce que si, on ne peut pas le faire à la retraite. Il faut que ça soit planifié d'avance. Il y a peut-être des règles d'attribution qu'il faut faire attention. Parce que Oui, des fois, il y a des situations où on a un couple où un ou une fait quand même beaucoup plus que l'autre oui, et décide de cotiser dans le REER, et non pas le REER de conjoint, mais le REER de l'autre personne. oui, Et il y a peut-être des inquiétudes. Faut être sûr de ce qu'on fait. Il faut oui. faire attention. Parce qu'on connaît tous la règle d'attribution lorsqu'on cotise dans le REER de son conjoint et moi, je prends ma déduction personnellement. Il y a une règle de 3 fois 31 décembre après la dernière. Celle-là, on la connaît. Celle qu'on connaît moins, c'est lorsque je donne ou prête de l'argent à mon conjoint pour que lui cotise et que lui prenne la Oui, déduction éventuellement. Et c'est, là, à ce moment-là, les règles d'attribution générales s'appliquent pour la vie. Ça veut dire que le 20 000 que j'ai donné, exact. quand je Oui. vais le retirer dans 10 ans, techniquement, Mhm. il devrait avoir une réattribution du retrait réel. Mais, bon, c'est sûr qu'on nous dit tout le temps, Comment ils vont savoir? C'est la clé. ouais. Puis moi, je réponds toujours, ben, l'important, c'est d'être prêt à répondre. Donc, s'il y a eu un don, il y a Mhm. peut-être une autre façon de le faire un retrait. Par exemple, si la personne a déjà de l'épargne ou elle a un petit revenu, prendre son revenu pour faire des contributions, puis par la suite faire un don Mhm. pour payer autre chose. Oui. Donc, il y a une façon de le planifier, mais bien documenté. Quand on documente bien, lorsqu'on se fait poser des questions, parce que le gouvernement, c'est comme ça qu'il agit, va poser des questions, ben, si on est prêt à répondre, on vient de régler la situation. Super. Qu'on part du REER vers le fer.
Donc, bien sûr, on parle toujours on doit jusqu'à 71 ans ou l'année où on va avoir 71 ans jusqu'au 31 décembre pour faire la conversion de mon REER en fer. Donc, ça, il n'y a pas de nouveauté là-dessus. Les roulements au conjoint se font toujours au décès libre d'impôt, si c'est décidé, bien sûr, dans le testament ou selon les règles aussi, parce qu'un Oui, REER, il n'y a pas de priorité au conjoint non, à ce niveau-là. tout à fait. Il Le faut juste le fractionnement. prévoir, Oui, idéalement. Ça peut être même pas prévu par testament, ça peut être un droit, oui. un droit de recevoir par l'application d'une créance de patrimoine familial ou autre. Il faut que le conjoint ait droit de recevoir. Donc, soit dans le testament, soit autrement. Donc, le fractionnement reste les mêmes. On avait parlé fameux du 50 pour être capable d'aller chercher après un certain âge. Et si on veut avoir un retrait plus faible, ben, prendre l'âge du plus jeune, ça reste la même chose. On en a parlé un peu l'année passée, et là, ça a été sanctionné cette année. C'était les gens qui avaient des régimes de retraite à l'extérieur du pays qui voulaient les transférer dans leur part. On dit transférer, mais ce n'est pas tout à fait transférer. Transférer. Donc, Non, effectivement. C'est vraiment un retrait. Donc, souvent, on pense des gens qui ont travaillé aux oui, États-Unis hein, avec les les 401k, 401k, les les IRA. IRA. Donc, dans le fond, on fait un retrait du fonds de pension étranger. Souvent, on va avoir une retenue à la source étrangère et on fait une contribution au REER. Mhm, Maintenant, on peut faire une contribution au FER. Non, avant, on ne pouvait pas le faire. Et on va avoir une inclusion puis une déduction dans la déclaration de revenus. Puis, on va probablement être capable de récupérer la retenue, mais pour la récupérer, la retenue, il faut tester avant parce qu'il faut avoir d'autres revenus, il faut avoir des revenus suffisants. Donc, souvent, je dis aux gens, faites pas ça sans planifier, faites mhm, pas ça seul parce que la mécanique peut devenir complexe. absolument. Euh, un point qui, pour nous, dans le domaine financier, je dirais vraiment Majeur. majeur. C'est énorme. Mm. Je parle à chacune souvent, ça fait des années qu'on attendait ça. On en a parlé un peu l'année passée. C'est officiel à partir du 1er janvier 2025. Il y a eu des assouplissements d'accessibilité au fond d'un CRI et ou d'un FRV. C'est comme un peu passé sous le silence. Il n'y a pas eu de tambour Non? ni trompette. Pourtant, pour nous, c'était tambour, Majeur. trompette. C'était majeur parce que, en fin de compte, ça enlève le maximum qu'on pouvait aller retirer d'un FRV. Et là, ça vient changer la planification de décaissement pour beaucoup de gens. Complètement, complètement. Et c'est à partir de 55 ans et ça vise les régimes, les CRI FRV qui sont issus Du des Québec. régimes de retraite du Québec. Donc, par exemple, un employé d'une banque, lui, non, Fédéral. fédéral, c'est pas encore visé, c'est autre chose. C'est vraiment à partir de 55 ans, on n'a plus de plafond. Avant 55 ans, on demeure avec un plafond qui a été un peu ajusté. Dans tous les cas, que ce soit avant 55 ans ou après, il n'y a plus de possibilité de faire un peu notre flip-flop. Moi, j'appelais ça là, le flip-flop, c'est-à-dire partir du CRI, Désimmobiliser. désimmobiliser nos régimes, c'est-à-dire partir du CRI au FRV, transférer au REER, retransférer, Fermer le fermer FRV. le Ouais. FRV, faire ça annuellement. On avait une petite mécanique qui... Moi, je suis contente. Administratif. Oui, moi, je suis contente parce que ça faisait juste des immobilisés, mais ça donnait un contexte, beaucoup d'erreurs dans les déclarations parce que la mécanique des déclarations était complexe. Puis, c'est pas tout le monde qui avait besoin de faire cette mécanique-là. Donc, là, le fait que tout, il n'y a plus de plafond, mais dans le fond, il faut, comme tu disais, tout replanifier les Ouais. décaissements parce que les gens me disent, mais pourquoi, Nathalie? Dans le fond, je n'ai pas besoin de planifier. Je peux retirer ce que je veux. Oui, c'est parce que les fonds de pension, il y a des priorités au conjoint, au décès qu'on veut peut-être pas ou qu'on Mhm. veut. Il Mhm. y a l'insaisissabilité, il y a un paquet d'autres éléments qu'il faut considérer. Puis dans la planification, on va dire, OK, ben, est-ce que je décaisse en premier mon FRV ou mes autres fonds? Qu'est-ce Ouais. que je préfère garder? En fin de compte, genre, l'exemple est très simple. Quelqu'un a un fer et un FRV. Il prenait le minimum du fer et le maximum du FRV. Là, ça se peut que ça reste la même chose, c'est possible, mais ça se peut qu'en fin de compte, il décide de changer le Oui, tout, mettre le FRV parce qu'il veut protéger le créancier, parce qu'il veut que ça aille au conjoint ou à la conjointe. Donc, oui, ça ne veut pas dire que ça va changer l'imposition, c'est la non, même chose. C'est juste une question de prioriser les comptes pour trouver la structure qui fonctionne le mieux pour pour soi. soi, exactement. Donc, n'hésitez pas à contacter vos conseillers. Si vous en avez à l'intérieur chez nous, on connaît toutes les règles. Ça va nous faire un plaisir de revoir à partir Cette de 2025. planification-là. Donc là, on commence l'année prochaine. Donc, pensez-y en Oui, 2025. Il faut y penser, c'est important. Surtout, des fois, les gens font leur retrait minimum ou quoi que ce soit en début d'année ou un c'est là. maximum. Donc, il faut y penser absolument à Parce ce que c'est niveau-là. du long terme.
Puis souvent, c'est les familles reconstituées. Il y a la priorité au conjoint. Oui, Souvent, on se dit, ben, moi, je veux pas que le conjoint, on ait une famille reconstituée, on continue à faire des comptes à part. oui, Mais là, le conjoint, il y a une priorité. Donc, c'est une façon de l'enlever, là, tu sais. oui. Ouais, Si on revient à la RRQ, à chaque année, il y a des petites modifications. On avait glissé un mot l'année passée, mais là, 2024, elle est passée. C'était nouveau cette année. Il y avait un nouveau montant qui était cotisé par l'employé et l'employeur de 4 sur le montant supplémentaire du maximum de gains admissibles. Donc, en 2024, c'était un 7 de plus. Donc, c'était en 2024 jusqu'à 68 000, non, 73 200. c'est ça. Et en 2025, bien, ce même 4 il va aller jusqu'à 114 du maximum des gains admissibles. Donc, pour les personnes qui font ces salaires plus élevés, bien, vous allez remarquer que ça va prendre un petit peu plus de temps avant que vous voyez votre paye nette dans votre compte de banque augmenter au courant de l'année à ce niveau-là. Mais c'est un avantage quand même Oui. qu'on cotise de la régie des rentes parce qu'on va voir l'impact dans quelques instants. C'est des points importants ici à souligner à part ça. Non, tout à fait, tu as bien fait ça. Super, ben merci. Et là, c'est les fameux âges. Ce tableau-là, on se le fait souvent demander. On se fait demander c'est quoi les montants, les exemples de naissance. Donc, c'est sûr qu'on a les différents volets. On va essayer un peu de les réexpliquer rapidement. La base, c'est le régime de base que tout le monde a accès. Le premier volet a été les nouveaux pourcentages qui ont augmenté depuis quelques années. Et le deuxième volet, c'est les fameux 4 qui s'est fait rajouter. Oui, Donc, pour atteindre le deuxième volet, il faut qu'on ait atteint le maximum de gains admissibles et plus. oui. Et pas tout le Tout monde le au monde. Québec. Non, On est d'accord là-dessus. On assume que beaucoup de nos auditeurs vont arriver à ce tout point-là à ou fait. sont déjà là. Donc, on voit l'impact aussi avec les années de naissance, Oui, parce que les plus avantagés ben oui, vont être les plus jeunes. tout à fait. Donc, on le voit, c'est les néo-jeunes qui sont nés en 2000, dont Mhm. mon fils, qui va Voilà. commencer à Oui. profiter du deuxième volet au maximum. Donc, mais comme tu dis, Mhm. faut avoir dans le fond, on est habitué à juste un maximum des gains admissibles. Mais là, maintenant, garde en tête que j'en ai deux. J'ai le maximum des gains admissibles pour le rente de base et le premier volet. Oui. Puis j'ai le maximum des gains admissibles supplémentaires, qui est ton 14, la Oui. majoration du 14 ou 7 ou 14. C'est ça qui va nous donner un petit peu. Mais c'est pas une si grande, même pour nous, c'est un financement nécessaire Oui. pour la prolongation de la vie de cette prestation-là qu'on va avoir là, pour nos jeunes. Absolument. Puis on avait aussi des outils à l'Institut de planification financière qui sont super Ah oui. intéressants, qui peuvent être utilisés aussi pour aider dans les calculs, Oui, puis de sur le faire. site, là, je vous invite à y aller. Vous aimez ça, avoir des petits outils de calcul, souvent. Donc, sur le site de l'Institut de planification financière, il y a une section outils. Et dans la section outils, il y a des petites calculatrices pour estimer la rente de la Régie des rentes, etc. Donc, vous allez Ouais. aimer ça. Et bien sûr, Retraite Québec est une excellente source pour faire Exactement. des Ben oui, tout calculs à fait. aussi Tout à fait. à ce niveau-là. Oui, d'ailleurs, ils ont vraiment changé leur site retraite, ils l'ont simplifié. Pour nous, quand on veut un petit peu plus de Mhm. précision parce que c'est notre expertise, on trouve moins de choses, mais pour le grand public, c'est vraiment très bien fait, très bien reconstruit. Excellent. On fait des rappels un peu sur les travailleurs et travailleuses de plus de 65 ans. Il y a eu des modifications tout récemment au Québec pour les travailleurs entre 60 et 64 ans qui vont perdre un crédit d'impôt. C'est une décision qui a été faite tout à fait récemment. On n'a même pas une diapositive parce que quand on faisait la préparation, c'était même pas encore annoncé. Alors là, on est au Oui, courant. c'est le crédit, je l'ai pris là, en prolongation de carrière. Donc, Oui, il a été modifié tout récemment. Donc, les gens entre 60 et 64 ans, à compter de 2025, ils n'auront plus droit. Et pour les travailleurs, vraiment, on vise des mhm. gens qui ont un revenu de travail minimum. Et pour les travailleurs, ben, on a changé un peu les données là, de ce crédit-là à compter de 65 ans. Mais tout ça Oui. s'applique pour l'année prochaine. Oui. Puis on s'est souvent posé la question, si je travaille encore, ou si puis à partir de 65 ans, Mhm. beaucoup de gens qui travaillent, qui sont à l'écoute travaillent peut-être encore parce qu'ils sont passionnés par le travail, ont le choix d'arrêter de cotiser à la Régie des rentes. Ils ne sont Oui, pas obligés, d'autres vont continuer à le faire. Donc, on s'est souvent posé la question, est-ce que j'arrête, est-ce ou que je pas. n'arrête pas? De toute façon, automatiquement, tout le monde arrête à compter du 1er janvier où ils ont 73 ans, si bien sûr vous travaillez encore, vous ne l'avez pas encore prise, on est Tout d'accord à fait. là-dessus. Mais la Retraite Québec m'expliquait qu'il y avait Oui. un super de beau calculateur pour calculer Oui, ben cette c'est pas un information-là. calculateur, c'est un document sur leur site Ouais. explicatif.
Et les gens qui peuvent choisir d'arrêter de cotiser dans à la Régie des rentes, c'est ceux qui reçoivent déjà la OK. prestation. Donc, ceux qui ont décidé de reporter, on va le voir plus loin, eux ne peuvent pas faire ce choix-là. Et je vous le dis, ça ne vaut pas la peine de choisir de recevoir la Mhm. rente. C'est mieux de la reporter juste pour arrêter nos cotisations parce que nos cotisations bonifient la rente. Mais ceux qui l'ont déjà, à 65 ans, peuvent choisir d'arrêter et le choix est révocable. Donc, on peut une année dire, bon, ben, Ouais, cette année, j'arrête et l'année prochaine, ça je recommence. recommence. Tout à fait. Et un point qui est important, je pense que des fois on oublie ce point-là. On vous présente par contre les montants maximaux selon l'âge là, en 2020, en 2024. C'est les montants où la personne a raté le maximum à chaque année. Donc, ce n'est pas la réalité pour tout le monde, mais c'est les chiffres qu'on est capable de trouver de Retraite Québec. Il y a encore cette philosophie ou cette vision de je prends ma RRQ à 65 ans. Les fêtes s'en viennent, ça se peut que ça en parle sur la Oui, table, la belle-sœur, le beau-frère, tout là, à mon oncle, fait. là, ma tante. Moi, je l'ai pris à 65 ans. Un vaut mieux que deux, tu l'auras. Tu sais pas quand tu vas mourir. Oui, On a eu beaucoup de conversations. beaucoup. J'aimerais ça t'entendre sur pourquoi est-ce que les gens voudraient ou devraient peut-être la prolonger. Oui. Ben, la prolongation, comme on le voit, ça ajoute, hein, ça bonifie notre rente. Cette bonification-là, ça protège notre risque de survie. Donc, d'utiliser ces épargnes pour couvrir l'année du report et avoir une rente bonifiée, ça protège dans le fond notre risque de survie. Ouais, L'idée à la retraite, c'est ça, hein, c'est de s'assurer qu'on a assez de ouais. revenus pour couvrir jusqu'au décès. Donc, c'est la meilleure méthode. Et souvent, dans les discussions, on nous dit, ben, Qu'est-ce qui arrive si je meurs ouais, plus tôt? si je meurs plus Hmm. tôt. Mais dans le fond, on va être mort, de un. C'est ça. Est-ce qu'on préfère être au crochet de nos enfants? Peut-être pas non plus. Mhm. Mais surtout que c'est une décision annuelle. Donc, si j'ai 60 ans ou 65 ans, à 66 ans, je peux décider de la recevoir. Puis je peux même, à 66 ans, reculer d'un an. Mhm. Même au décès, je pourrais, à l'âge de 67 ans, si j'ai un décès à l'âge de 67 ans, le liquidateur va pouvoir aller Chercher un. chercher un 12 mois en arrière. Donc, en prenant la décision annuellement, la seule raison pour ne pas choisir de reporter, c'est d'avoir un état de santé précaire Ouais. là, ou avoir besoin des fonds pour vivre. Quelque chose. Ouais. Donc, en fait, compte, à place d'avoir peur de je vais mourir trop jeune ou moi, je sais qu'à 80, je suis mort, c'est Ouais. que la logique, il faut changer le paradigme. Il dit Ouais. qu'est-ce qui arrive si, au contraire, je vis jusqu'à 95? Ouais. Parce que c'est une possibilité. La médecine nous pousse à des âges beaucoup plus âgés. Tout à fait. Donc, il faut Puis en penser à fait, ça. tu me faisais la remarque, je trouvais ça très, très intelligent de dire, faire le comparer avec les fonds de pension. Les gens disent, ah, t'es chanceux, tu as un fonds de pension à prestation déterminée. Moi, c'est à cotisation, je suis plus à risque. Ben ça, c'est une prestation. Qui Donc, est indexé à ouais, chaque année. pleinement indexé à chaque année. Donc, c'est vraiment les cotisations, ça donne quelque chose, là. L'idée que j'ai toujours présentée, que ce soit la Régie des rentes, on va parler aussi de la sécurité de vieillesse juste après, c'est si je la repousse, puis j'ai un montant plus élevé, c'est mon coussin de sécurité. Je Oui, suis sûr de ne jamais perdre ma maison, par exemple. Si ma maison est payée, avec ça, je peux payer mes taxes, quoi que ce soit. Fait que je m'assure d'avoir un certain montant, mes besoins très sont de base. On couverts. est d'accord que c'est très de base. Oui, Et mes besoins de base sont couverts. Donc, je oui, suis capable de vivre où je suis. Puis après ça, bon, oui, chaque personne est libre de faire ce qu'il veut. Mais moi, c'est mon petit coussin de sécurité. C'est comme ça que je le vois. oui, Personne ne peut me sortir de chez moi. tout à Donc, fait. ça, c'est des choix pour ça qui m'appartiennent. Oui. Puis une façon aussi de le regarder, je vous invite à aller sur la chaire de fiscalité des finances publiques de l'Université de Sherbrooke, c'est CFFP, peut-être qu'on Oui. pourra donner le lien. Il y a eu une étude qui a été mise à jour cette année, puis il y a une calculatrice qui démontre l'épargne Mhm. nécessaire si je reporte ou je ne reporte pas. Puis là, on le voit clairement qu'il y a une grande différence entre la nécessité d'épargner beaucoup moins pour couvrir l'espérance de vie quand on reporte. Mhm. Parfait. Et là, passons à ce que TVS, c'est bien. Il n'y a pas eu de changement cette année. Non? Pas On encore? est très content. Donc, si voilà. C'est le même concept ici. On est de 65 à 70 ans. Donc, est-ce que ça vaut la peine de la reporter à une date future? Même chose. Et même chose pour la Oui. bonification. Même La- ça, bonification à partir de 75 ans, le 10. Tout à Donc, fait. si vous repoussez puis votre montant est plus élevé, bien, le 10 va sur un montant plus élevé. Oui. Donc, pas de modification ici, mais un simple rappel.
Donc, c'est ce qui clôt un peu le côté retraite. On va parler côté résidentiel immobilier. Mhm. On sait que c'est un sujet qui est chaud. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des propriétés, beaucoup de locataires, beaucoup de propriétaires, beaucoup d'encre encore calculée là-dessus. On en parlait un peu plus tôt, j'aimerais ça t'entendre parler là-dessus. Le RAP a été changé cette année depuis le 17 avril. Oui, On passe de 35 000 à 60 000 par individu. par individu. Donc, une possibilité de faire un retrait pour acheter une résidence. Mhm. Bien entendu, dans le REER, le RAP, il faut rembourser le REER sur une période de 15 ans. Et donc, l'autre modification qu'on a fait, un allègement, on a étiré la période de remboursement de 2 à 5 ans. Donc, on l'a étiré de 3 ans, mais c'est temporaire. Ça va prendre fin là, 2026. 2026, exactement. Donc, en fin de compte, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a acheté une propriété en 2022 ou 2023, a maintenant 5 ans de grâce avant de Avant de commencer commencer à à rembourser. rembourser. Tout à Bon, là, fait. c'est un choix parce que, bien sûr, le coût de tout ça, c'est que l'argent n'est pas investi en train de faire des petits. Donc, ça, Clairement. chaque situation est différente, Ouais. mais il faut y penser. Mais lorsqu'on a l'épargne, la planification, elle est, tu as raison, là, très, très primordiale. Et le fait que ce soit 60 000, c'est encore plus important. Donc, je dirais que le remboursement doit être fait plus rapidement que Mhm. plus lentement. Et surtout, pas avoir le réflexe de dire, ben, je peux retirer 60, toi aussi, on a une mise de fonds de 120 plus mon CELIAP, je peux m'acheter une plus grosse maison. Tournez voir c'est quoi ma capacité de Ouais. remboursement, toujours, toujours en incluant le RAP. Oui, c'est important parce que puis le point que je voulais apporter, en 2026, on retombe en 2029, hein, le 2 ans, période de grâce. Oui, Donc, ceux qui pensent acheter, on est encore loin, là, on est fait 2024, mais on anticipe acheter en ça 2026. vient vite. Pensez-y peut-être en 2025, vous aurez un 5 ans de grâce à place de revenir, à moins bien sûr que, tu sais, de le repousser encore. Tout On à ne le fait. sait pas à On ce le sait niveau-là. pas. Non, ça, on le sait pas. On ne le Tout sait à pas. fait. Là, on parlait du CELIAP parce que maintenant, c'est sa deuxième année en existence. Bientôt la Troisième. troisième année en 2025. C'est encore la même chose, 8 000 un 40 000 maximum à vie. Donc, les points que je voudrais se rappeler, c'est que quelqu'un qui a ouvert un CELIAP en 2023 et qui aurait mis un petit montant. En 2024, il n'a rien mis encore. En 2025, il va peut-être mettre quelque chose. Rappelez-vous que le maximum que vous pouvez mettre à chaque année, qui est 16 000. Je ne peux pas rattraper 3 ans d'un coup. Non, mais 2 ans, oui. 2 ans, oui. Donc, Oui, c'est des détails qui étaient importants parce qu'on arrive là bientôt notre troisième année. tout à fait. On avait eu des questions aussi par rapport aux gens qui achetaient des maisons de façon imminente en 2023-2024. Ils n'ont Mhm. peut-être pas eu la chance de maximiser, bien, ils n'ont pas eu la chance, donc pas Non. peut-être, mais ils n'ont pas eu la chance de maximiser leur CELIAP. Mhm. Et on se fait poser la question, si je prends mon RAP, donc je fais mon RAP, le lendemain, je prends un montant de 8 000 ou de 16 000, tout dépendamment, je le mets dans mon CELIAP et je le retire. Oui, j'ai pas le plus grosse mise de fonds, mais là, je viens de m'acheter un 16 000 de déduction fiscale que je peux utiliser dans un futur ad vitam aeternam. Exactement. Fait que ça se fait encore, s'autoriser. C'est Tout une à fait. solution qui peut être intéressante. Planification très M- judicieuse. Mais si on a l'exemple pour les deux, on fait les deux. Ah oui, On est le d'accord. meilleur, c'est de faire tout. Absolument. L'utiliser à son plein escient. Parfait. Je parle un peu rapidement des crédits d'impôt. Donc, achat de première propriété, il y a eu une légère modification. C'est pour ça qu'on en parle. On sait qu'au provincial, c'est tombé de 15 à 14. Donc, c'est maintenant 1 400 pour l'achat de première propriété. Et au fédéral, c'était 1 500. Mais avec le rabattement, on baisse à Oui, du on le montant. calcule toujours, nous, les Québécois, on a l'abattement qui réduit toujours un peu notre crédit de 15 à 12 et quelques, là, donc ça fait 1 252,50 pour Ah. être précis. Donc, mais ça, ce crédit-là, les gens le connaissent peu. C'est la même chose que pour lorsqu'on veut faire un. Si on fait un RAP ou on le CELIAP, ben, il faut penser au crédit, à ce crédit-là, parce que c'est les mêmes critères. Mhm. Et on va chercher quand même au fédéral et au Québec là, un beau petit crédit. Puis pour l'accès ministère et la rénovation multigénérationnelle, ça, je trouve ça extrêmement intéressant parce que on commence à voir beaucoup de familles faire des rénovations pour Oui, accueillir parents, grands-parents et tout ça. oui, Moi, je me promène dans mon coin, je vois en fin de compte des rénovations à ce niveau-là. Il y a deux, trois autos de plus dans l'entrée. Tu vas, ah, c'est peut-être un multigénérationnel. oui, Mais il faut faire très attention. oui. euh, pour l'instant. On se bat pour que ça change. On espère que ça va changer. Le premier, l'accessibilité à la domiciliaire, c'est plus des rénovations pour un aîné ou une personne handicapée pour lui donner l'accès. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un lien entre la rénovation puis protéger, faciliter l'accès, bon, réduire les risques de blessures et tout.
Tandis que le multigénération, là, les rénovations pour changer notre maison et accueillir un parent, il faut que je crée un logement distinct, donc complètement avec une porte d'entrée distincte, une cuisine, toilette. Et Mhm. ce faisant, ben, ça va enlever éventuellement, on va se ramasser avec deux logements. Puis l'exemption de résidence principale, lorsqu'on vend, on a le droit à juste un logement par famille. Donc, on vient se donner, Ouais. on va chercher un beau crédit de 7 500 au moment où on fait les rénovations, mais on perd Une méchante exonération. l'exonération de gain en capital sur une partie de la résidence qui peut beaucoup coûter cher. Donc, Ouais. on est pas en pourparlers avec les gens de finance, parce que c'est vraiment la La politique stratégie, ouais. fiscale qu'ils veulent mettre. Bon, ils nous ont répondu qu'ils le regardaient. Donc, surveiller. Puis on leur a demandé aussi d'ajouter plus d'informations sur le site de l'agence pour être plus clair, parce que beaucoup vont 7500, hein, Mhm. c'est ça qui. Puis après, ben, oups, je viens de me. Avec la hausse des prix des maisons, l'exonération de gain Ben, capital peut être extrêmement intéressante, oui, là. tout à fait. Puis on en parle justement. Si vous avez une seule propriété, c'est assez simple, et on ne se casse pas la tête. Mais s'il y a plusieurs propriétés, il faut se rappeler qu'il faut qu'on la choisisse éventuellement. Oui, Et aussi la fameuse règle de plus un qui est l'année supplémentaire. Donc, j'aimerais ça que tu nous l'expliques rapidement avec oui. deux exemples un peu simples et concrets, là, mais Mais souvent, qui représente la majorité des ouais, cas. La première chose, c'est que même si on a seulement une résidence au moment de la vente, on est obligé de j'ai le déclarer. C'est très, très, très important, sinon on perd l'exemption. Donc, juste une seule, il faut le déclarer quand même. Il y a une petite coche case, oui. très simple à cocher. Lorsqu'on a deux maisons, comme on a le droit à seulement une résidence principale par année, par unité familiale, ben, le calcul est simple, c'est qu'au moment de la vente de la première, on va devoir choisir, on va calculer notre gain, puis on va faire un plus le nombre d'années qu'on désigne sur le nombre d'années totales de détention. Donc, on arrive avec une fraction. Donc, premièrement, faire attention de désigner toujours une année de moins parce que le un plus ajuste notre exemption à la hausse, notre Mhm. pourcentage à la hausse. Cette année-là, on peut la conserver pour la deuxième. L'autre chose, c'est de, ben, comme tu le mentionnais, c'est de conserver, de voir les années sur le gain annuel moyen le plus élevé, de choisir d'exenter ce gain-là, parce que plus on va garder la maison longtemps, Mhm. plus on va le gain annuel va être moindre, moins on va en avoir besoin. Donc, éventuellement, ça va être un impact beaucoup moindre, beaucoup plus éloigné. Je ne sais pas si tu voulais que je les fasse. Ben, ça Je peux fait à les faire, l'écran. oui. Dans ce cas-ci, beaucoup de monde pense que leur maison qui est achetée à 82 est le choix logique. OK, Mais ouais. dans l'exemple, ce qu'on voulait démontrer, c'est que même si j'ai acheté mon chalet, la croissance a tellement Beaucoup. été plus grande Ouais. que, bien que Le c'est mon gain moyen chalet, annuel est plus est plus élevé. élevé. Donc, c'est mon chalet qui devait être ma fameuse résidence Principal, principale. oui. Bien que j'y habite pas tout le temps, mais c'est celle-là que je devrais désigner. Oui, Si je vendais les deux en même temps, on est d'accord oui. là-dessus, là, mais Mais un choix même si je d'aujourd'hui. vends le chalet en premier puis que je garde la maison, ben si le gain, c'est facile de le calculer au moment de la vente, les deux gains, puis dire, OK, ben je le prends la totalité de mes années ou presque totalité Mhm. sur mon chalet. De toute façon, il va me rester des années admissibles pour Oui, la de maison 82 à parce que c'est 98, ça. Et absolument. donc, on voit là, la planification à ce moment-là. Donc, il y a eu des resserrements de vis. Je vois beaucoup de questions sur j'étais propriétaire, j'ai des immeubles à logement. Donc, il faut faire attention avec ce qu'on appelle les fameux flips immobiliers. C'est rien de nouveau. On avait glissé un mot l'année passée, la fameuse règle des 365 jours. Oui. Mais il faut faire Il attention. faut faire attention. Donc, le gouvernement, dans le fond, depuis toujours, lorsqu'on achète une maison, la rénove, la vend, achète une maison, rénove, la vend, le gain, le profit, c'est du revenu d'entreprise. C'est pas du gain en capital. Donc, c'est pas admissible à l'exonération. Que ce soit 365 jours, 6, 7, 8, 9, 730 jours, c'est la même Oui. logique. Ce que le gouvernement est venu faire, c'est de faire une présomption lorsqu'il y a une disposition à l'intérieur d'un même 365 jours, automatiquement, le profit va devenir un revenu d'entreprise, sauf quelques exceptions, décès, bon, ajout, changement d'emploi, etc., bien entendu. Et bien là, il y en a le fameux location à court terme, là, les Airbnb, Airbnb. faites attention, lorsque ce n'est pas admissible sur un territoire, on coupe les dépenses. C'est simple, donc ça devient plus tellement avantageux. Absolument. On regarde projet et famille, et honnêtement, j'adore la photo parce que ça me rappelle les belles années quand je paniquais aussi quand mes enfants étaient petits.
Mais projet famille, bon, le CELI pour 2024, vient d'être annoncé que pour 2025, la nouvelle limite va être de 7 7 000 000, Donc, depuis 2009, c'est plus de 102 000. On vient de franchir le le 100 100 000. 000. Je me rappelle, en 2009, on disait 5 000, c'est minuscule, C'est c'est tout rien. petit. Je ne connais pas beaucoup de monde qui ont un CELI rempli. Non, Donc, fabuleux pour ceux qui l'ont fait. Puis ça peut maintenant valoir des 150, 160 et même plus. On en a vu plusieurs. Donc, le CELI a vraiment changé la donne à ce niveau-là. ouais, Il n'y a pas de modification au CELI. Les règles restent la même. Donc, si vous êtes capable de maximiser dès janvier parce que votre argent va croître beaucoup plus vite à l'abri de l'impôt pour toute l'année, tout à c'est ça fait. qu'on voudrait. Et bien, une règle pour les conjoints survivants, parce que des fois, les personnes décèdent, on n'a pas cotisé, alors comment est-ce qu'on peut le faire? Oui, donc c'est comme un roulement ou un transfert au décès de l'un si le conjoint a droit, Mhm. en raison du décès, au Oui, CELI, ben, on peut aller faire une cotisation, mais au moment où on va faire, donc au moment où la succession va me donner les sommes ou au moment où on va faire le transfert vers le CELI du conjoint, il ne faut pas oublier, il y a un formulaire à remplir. On a 30 jours pour le remplir. Souvent, les gens passent tout droit spécifique. là-dessus. Donc, mais ça ne touche pas à nos droits. Donc, on conserve nos droits à nous, puis on va chercher l'avantage L'avantage du de la CELI personne. du conjoint. Tout à fait. Puis le point, il faut faire attention parce qu'on sait que beaucoup de monde aime des fois spéculer à l'intérieur du CELI parce qu'on peut faire des gains, puis on peut faire des bons coups. Il faut faire attention parce que il faut pas faire de la spéculation dans le CELI parce que ça devient du revenu d'entreprise Oui, et on veut et pas ça. imposable. Donc, le CELI, est pas, on sait, les revenus ne sont pas imposables, mais le CELI, pour nous, en fiscalité, c'est une fiducie. Une fiducie, c'est imposé sur le premier dollar au taux marginal le plus élevé, donc 53 et 30 au Québec. Et le profit d'entreprise, lui, n'est pas exempt d'impôt. Mhm. Donc, c'est vraiment pas une chose à ne pas faire. Donc, on essaie d'y limiter le day Oui, trading ou le spéculatif. exactement. Quand on parle de régime épargne études et régime enregistré d'épargne invalidité, pas de modification ici, toujours le 30 de subvention fédérale et provinciale. Ce qui est un petit peu différent pour 2024, ce sont maintenant les nouveaux seuils annuels de retrait pour les paiements d'aide aux études, où on peut maintenant retirer jusqu'à 28 112 sans donner de preuve à l'institution financière. Oui, Après, si on voulait en prendre plus, on on pourrait, pourrait, après bien sûr, les premières 13 semaines. Mais si je veux en prendre plus, un 40 000, il faut que je justifie. tout Mais à avant fait. ce montant-là, Ben, je n'ai pas à justifier. Donc, je demeure obligée d'avoir des frais d'études. Le retrait peut oui, être utilisé pour n'importe quoi, mais je d'accord. dois avoir au paiement d'aide aux études des frais d'études suffisants pour justifier le paiement. Et pas à temps plein. On s'entend parce À que temps à plein, temps oui. partiel, c'est À toujours temps le 24 partiel, 000. malheureusement, on tourne, c'est à toutes les 13 semaines, un maximum de 4 000. Tandis qu'à temps plein, c'est le premier 13 semaines, 8 000. Puis après, on tombe à n'importe combien, mais Mhm. l'institution financière ne nous questionnera pas sur le premier 28 000 de retrait annuel. Oui. Puis ce montant-là est indexé annuellement. On se fait souvent poser la question, qui est mieux d'ouvrir le régime épargne-études? Est-ce que c'est Oui. papa et maman ou c'est grand-papa et grand-maman? Puis c'est souvent la question à 1 000 $. Il y a beaucoup de flexibilité quand même hein, dans les régimes d'épargne-études. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. On pourrait à la limite faire des transferts si on n'a pas choisi le bon souscripteur. Idéalement, c'est souvent le parent parce que le parent, si l'enfant va pas aux études, on peut faire un transfert vers le REER pour des droits puis Mhm. utiliser REER, mais on évite une pénalité à ce moment-là là, à payer si on n'est pas capable de payer, faire le paiement d'aide aux études. Mais des fois, on va avoir des grands-parents qui vont vouloir ouvrir pour toute la famille. À ce moment-là, quand on ouvre un régime familial avec beaucoup d'enfants, beaucoup de bénéficiaires, il faut faire attention lorsque le premier va faire ses paiements d'aide aux études parce que ça peut disqualifier les cotisations pour les plus jeunes, la subvention, surtout celle au Québec, Mhm. l'incitatif québécois d'épargne-études. Gardez juste en tête que si on a un régime familial avec plusieurs bénéficiaires, que ce soit les grands-parents ou les parents, là, peu importe, Mhm. quand on paye le premier montant, on ne veut pas entacher la subvention pour le plus jeune. Donc, il y a une planification à ce moment-là à faire. Super. Pour nos gens qui seront peut-être incorporés, qui ont des PME, qui ont des acomptes Oui. provisionnels à payer, parce que pas tout le monde qui a des T4, des petits aspects importants à savoir. Oui, Bon, il faut essayer de les payer rapidement, bien sûr. Et il y a cette fameuse détermination de est-ce que je me paye en salaire versus en les dividende. dividendes, oui, Ouais, il faut tout trouver à le bon fait. point Le à ce bon, niveau-là. oui, pour ceux, exactement. Puis, si jamais, bon, on a oublié ou on a un volet où on n'a pas les fonds pour payer
l'intérêt le plus élevé, c'est le Québec. Donc, c'est lui qu'il faut, Il c'est faut payer lui en qui premier avant le fédéral. prend le fédéral. Idéalement, là, On fait les pas les deux, deux. mais idéalement, on fait le Québec en premier, Oui, si on est question de puis serré. à la limite, c'est tellement élevé les frais d'intérêt que un emprunt est mieux que payer ces intérêts-là, je vous le dis. Super. Bien sûr, beaucoup de monde va faire des opérations de placement en fin d'année. Donc, beaucoup de monde, bon, on parlait des gains en capitaux cette année qui ont changé, mais il y en a qui ont encore fait peut-être des pertes à cause des ventes qu'ils ont fait. Mm. Et c'est là que ça devient un peu plus complexe. Bien sûr, quand on a des fonds et le gestionnaire fait des transactions à l'intérieur même du fonds, c'est correct. Sur le relevé qui va être envoyé, par Féric, il y a deux cases, il y a avant puis après. Le Ou 25 ça, juin. ça se fait bien. Mais quand j'ai un compte de courtage, je fais des transactions, ben le relevé, le T5008 qu'on appelle pour les transactions, On n'aura pas les il risque de ne dates pas être dessus, non? séparé. C'est ça. Exactement. Donc là, il y a du travail qui doit être fait à ce niveau-là. Oui, de demander les relevés, de faire le détail pour séparer les gains-pertes avant le 25 juin et celles à compter du 25 juin, parce qu'il y a toute une mécanique là, pour l'année 2024 de transition. C'est sûr que si nos gains sont en bas de Mhm. 250, on arrive à un gain net total d'en bas de 250 000, on n'a pas trop de questions à se poser, ça va être 50. C'est plus si on le dépasse. Parfait. Fait que toujours la fameuse règle des 30 jours avant et Et après pour après. arracher les mêmes placements. Donc, faire Oui, attention à ça. oui, parce que Les la pertes perte va être apparentes. réputée Oui. nulle et elle est transférée à la personne affiliée. Donc, exemple, je vends un titre et mon REER achète le même titre à l'intérieur d'une période de 30 jours avant ou après. Ben, ma perte est refusée et elle est transférée dans mon REER. Fait que ça fait un peu plus mal. Oui. Ouais. Action créditive, bon, ça existe. On s'en fait souvent poser comme question, mais il y a un risque aussi lié à ça. C'est certain. Donc, même si on a des grosses déductions, si financièrement, l'action chute en bas du prix que j'ai payé plus les déductions que j'ai eues, ben, on va perdre quand même. Hein. C'est pas parce qu'on a une déduction qu'on est toujours gagnant. Il faut se rappeler aussi que les titres que tu as en bourse, bon, on dit la date du 27 décembre parce que cette année, c'est un petit peu différent. 30 et 31 tombent un lundi, mardi. Le 27, c'est le vendredi. Donc, on dit le 27 pour être sûr que ça fonctionne, parce que des fois, ça peut être T1, des fois T plus 2. Donc, on veut s'assurer. Fait que si vous devez faire des transactions, visez le 27, bien que le 30 pourrait fonctionner, mais c'est un risque qu'on vous ne recommande pas de prendre. Exactement. Vous pouvez demander, c'est que d'un point de vue fiscal, c'est la date de règlement. La date de règlement, c'est la date où j'ai eu juridiquement un transfert de propriété du titre. Donc, souvent, on va donner la transaction, l'ordre de transaction, puis il va y avoir un règlement 1 ou 2 jours plus tard, mais c'est la journée du règlement. Depuis 2 ans, c'est C'est T plus plus 1, un. donc transaction plus 1. Il y a quelques années, c'était transaction plus 2. J'ai même connu du plus 3, moi. Mais vérifier parce qu'il y a certaines transactions qui peuvent prendre plus de temps. Donc, si on a besoin d'une perte Mhm. ou si on a besoin d'un gain, ben, puis qu'on veut que ça soit dans l'année 2024, il faut vraiment, Visez le ouais, 27, mieux se idéalement. renseigner. Un petit changement aussi, bon, bien sûr que quand il y a un décès, il y a un compte, par exemple, qui était aux deux noms, un compte bancaire qui est aux deux noms. Avant, il y a quelques temps, c'était 100% du compte qui était gelé. La règle du 50%, donc la moitié du compte est gelé pour aider en fait, compte, au conjoint survivant Ah, il de. était temps, ça, Oui. hein? Mais cette année passée, on l'avait déjà, donc il n'y a Oui, pas rien à prendre, ça se fait tout seul à ce niveau-là. Les évites de cotisation, ça a déjà été fait, c'est pas du nouveau, on vous le rappelle. C'est vraiment tout en ligne. Puis avec la grève de Post Canada, on ne sait pas combien de temps ça va durer. On va espérer que ça soit c'est mieux faire ça rapidement en ligne. réglé. Mieux vaut le faire, oui, mieux vaut le faire en ligne à ce niveau-là. Quand on parle de dons et fractionnement de revenus, bon, bien sûr, on a beaucoup de personnes qui nous posent des changements de patrimoine. Il y a une grosse vague de clients qui sont plus âgés et veulent donner des montants à leurs enfants qui sont souvent majeurs. Comment le faire? Quelle stratégie utiliser? Donc, quand on donne aux enfants majeurs, il n'y a pas de problème Il à n'y a ce pas de niveau-là. problème, on peut faire un don, il n'y aura pas de règle d'attribution, on peut faire un prêt aussi à sans intérêt, il n'y aura pas de règle d'attribution. C'est sûr que quand on donne une partie de notre patrimoine, idéalement, c'est de faire une planification Mhm. avant pour s'assurer qu'on a les Ouais. fonds suffisants, mais il n'y a pas de règle d'attribution qui s'applique. Par contre, des fois, les C'est gens pas vont d'argent, devoir, par exemple. c'est ça, parce que si on décide qu'on donne un bien, que ce soit des titres boursiers ou c'est un petit peu plus difficile, mais un bien immobilier, par exemple, là, il y a une disposition réputée à la valeur marchande. Donc, il faut faire attention, il va avoir un impact fiscal. Et des fois, on vous dit, ah, ben, je vais vendre ma maison à mon petit-fils un peu moins cher. Mhm. Bien là, c'est encore pire parce que là, il y a une disposition pour la personne à la valeur marchande, mais
le petit-fils va être réputé l'acquérir pour la vraie somme qu'il l'a payée. Oui. Donc, on va comme une double imposition, donc une façon de faire, de scinder les transactions, puis de donner une partie de la maison à la valeur marchande, puis l'autre partie de faire une vente pour éviter cette double imposition-là là, quand on fait un transfert entre enfants ou petits-enfants. Et Voilà. pour tous les couples qui sont vraiment à la retraite, bon, le facilement de revenus de pension, les systèmes maintenant sont vraiment bien adaptés, c'est bien fait, ils vont Oui. trouver le meilleur, on va faire Oh, le sweet spot entre les deux c'est pour bon. trouver J'aime ça. la meilleure disposition pour le couple, en fin de compte, à ce niveau-là. Donc, rappelez à ce niveau-là que ça se fait maintenant assez bien tout seul, Tout, donc tout à fait, tout est tout à fait. optimisé. La seule chose qui reste à planifier, c'est les retraits du REER au conjoint qu'on a vu plus Exactement, tôt. oui, Ça, il faut le planifier d'avance. absolument. Oui. Ouais, ça a fait le tour, puis là, on il reste encore un beau 15 minutes, puis je vois qu'il y a eu quand même beaucoup de questions, donc on va prendre le temps d'en adresser quelques-unes, parce qu'on a encore du temps, donc c'est tant mieux. Alors, la première question, c'est si quelqu'un retire 100 000 de son CELI d'une institution financière dans les prochains jours, est-ce qu'il peut remettre le plein montant en janvier l'année suivante La sans réponse problème? est oui. C'est toujours le retrait. Régénère les droits CELI de l'année qui suit. C'est Exactement. vrai pour le CELI seulement, c'est pas vrai pour le REER, c'est pas vrai pour le CELIAC. Non. Alors, comment traiter des gains en capital des actions américaines? Est-ce qu'on convertit l'achat et la vente en dollars canadiens selon le taux et l'achat et la vente ou on le fait en deux étapes? Comment ça se fait? Et ça, c'est une excellente question que j'adore. Parfait, mais tant mieux. Alors, Parce que merci d'avoir posé à la personne. le gain, ce n'est pas le gain qu'on convertit. Il faut convertir les coûts d'achat, les frais d'achat et le prix de vente à chacune des dates respectives Avec le taux du avec jour. le taux de cette date-là. Donc, il faut avoir une comptabilité assez Exemplaire, serrée. oui, oui, oui. Et souvent, c'est un peu mêlant parce que sur le site, on va voir, oui, mais je peux utiliser le taux moyen. Le taux moyen ne s'utilise que pour des paiements récurrents, un dividende qui m'est versé à tous les trimestres, par exemple, sur des actions. Là, je pourrais choisir de prendre le taux moyen ou le taux à la date où je le reçois. Mais dans le cas du calcul du gain, il faut vraiment aller dans les dates respectives. Et ce, même si on ne convertit pas pour de vrai, même si notre compte demeure en dollars US. La transaction dans notre déclaration d'impôt doit se faire en dollars canadiens. Super, j'espère que ça répond à la question. Une autre que je trouve extrêmement intéressante, puis là, on voit les calculs mathématiques dans la tête des gens. Considérant les rendements historiques des marchés boursiers, est-il plus avantageux de retirer du REER pour compenser le report de ma RRQ? Et puis on en parlait tantôt, la RRQ, ça va être bonifié. Donc, Ouais. on sait qu'on met à 72 ans. Bon, le montant qu'on soit est presque 150 du montant qu'on aurait eu normalement. Est-ce que ça vaut la peine? Parce que je peux le faire, moi, à Montréal, peut-être que je vais faire des excellents rendements, mais en même temps, il y a l'indexation aussi à penser. Oui, ben l'indexation, comme on disait, c'est un achat d'une rente. Donc, lorsqu'on décide de reporter la régie des rentes ou la pension de sécurité de vieillesse, c'est vrai dans les deux cas, c'est comme si on s'achetait une rente et cet achat-là vaut beaucoup. Donc, vous pourriez juste l'estimer avec un décès très tardif, vous verrez à quel point ça prend Mhm. un rendement faramineux. L'autre chose au niveau des rendements faramineux que vous auriez probablement intéressé, c'est d'aller sur le site de l'Institut de planification financière. Depuis plusieurs années, annuellement, on met à jour des normes et il y a toute une méthode de calcul Mhm. pour estimer quel genre de rendement en fonction d'un profil d'investisseur, quel genre de rendement je pourrais prévoir dans le futur. Donc ça, vous aimeriez ça, là, site norme de l'Institut de planification financière, là, ça va vous donner une idée pour cette question-là, pour faire les calculs. Parfait. Question intéressante qui, selon nous, est tout le temps évidente, mais je pense que c'est un bon point à rappeler aux gens. Le premier retrait d'un fer doit-il être fait à 71 ans ou 72 ans et le retrait calculé comment ça va dans mon fer? Donc, on parlait tantôt qu'un fer doit être ouvert dans ma 71e année de vie, donc au 31 décembre, mais le retrait ne doit pas ou n'est pas obligé d'être fait cette année-là. Il peut être fait l'année qui suit. Mais ce qu'on va faire, on va prendre la valeur de votre fer au 1er janvier. Donc, si moi je convertis, j'ai 71 ans ou j'ai eu 71 ans en 2024, je vais ouvrir mon fer aujourd'hui. J'ai aucun besoin de faire un retrait maintenant. Au 1er janvier, on prend une photo. Voici la valeur de mon fer. Disons qu'il en vaut 100 000 et c'est sur là-dessus que mon minimum va être calculé. Et je pourrais repousser mon retrait au mois de décembre de 2025, par exemple. Il n'y a pas de problème. Je suis pas obligé de le prendre par mois. Je peux le pousser à une date future. Un C'est seul parfait. paiement. Et c'est un taux prescrit Mhm. On dans n'a la pas le loi. choix. Ben oui, ça, on n'a pas le Voilà. choix.
Je sais qu'on avait une discussion avant qu'il y a des groupes qui poussent le gouvernement à Mhm. réduire les montants minimums parce qu'on Oui. trouve qu'ils sont trop élevés présentement aussi, Oui. hein. Et ça, je pense que ça va voir le jour parce qu'on le pousse d'année en année, puis ça doit faire au moins 10 ans. Parce que, dans le fond, le gouvernement, la raison pour laquelle ils mettent un minimum, c'est que ça coûte cher, ce report d'impôts-là. Puis, dans les politiques fiscales, nous, on dit, ben, le minimum, il est trop élevé pour couvrir le risque de survie, compte tenu qu'on vit beaucoup plus longtemps. Donc, on table là-dessus pour Mhm. convaincre le gouvernement de réduire le taux. Ouais. Est-il plus avantageux de repousser la RQ à 70 ans ou la PSV monétairement parlant? Bon, on parle de pourcentage souvent parce que chaque personne est individuelle. Mais moi, je pense que oui, il y a un avantage énorme. Oui, Faut faire le calcul pour chaque individu parce que les montants qu'on vous montre présentement, c'est les montants idéaux et parfaits. tout à fait. Fait que chaque cas est un petit peu différent, mais il y a un avantage à leur pousser. Bien, un avantage, c'est sûr que l'avantage, c'est en fonction du décès. C'est Oui. sûr qu'on n'est pas capable de prévoir. Donc, la question, c'est quel est mon état de santé, etc. Allez voir le site qu'on vous disait de la chaire en finances publiques et en fiscalité de l'Université de Sherbrooke. Ça va vous donner une idée avec, vous êtes capable de faire des différents scénarios. Et dans le fond, tout va avec ça, là. Tout Mhm. va avec un peu le rendement, la date du décès, puis vous allez voir un peu. Et l'idée aussi, c'est de conserver en tête qu'on n'a pas besoin de décider aujourd'hui qu'on va reporter à 70 ou Mhm. à 72. C'est année après année. À chaque année, je peux décider, ah ben cette année, je commence à la recevoir à 67, à 68. Donc, c'est une décision annuelle, voire même mensuelle. Parfait. Question intéressante, transfert du CELIAP dans un FER. Donc, ça veut dire Mhm. que quelqu'un n'a probablement pas été propriétaire, qui va avoir 71 ans éventuellement. Est-ce dire que je ne peux plus faire de contribution à l'année de mes 71 ans ou puis-je faire une dernière contribution et faire le transfert dans mon FER avant la fin de l'année? Donc, Mais je sais que lorsqu'on a, quelqu'un, il est peut-être ouvert à 69, oui, probablement son CELIAP, là. tout à fait, tout à fait. Donc, le CELIAP, euh, tant aussi longtemps qu'on n'a pas atteint notre 15e année, là, la période maximale, on peut, et non, qu'on n'a pas atteint non plus le 40 000, Mhm. on peut faire une dernière contribution, puis le transférer vers le REER ou le FER, même si on est plus vieux. Puis l'idée, c'est, si on sait qu'on n'achètera pas de maison, là, Mhm. mais qu'on est en logement. Exemple, j'ai un chalet. J'y vais une fois de temps en temps, mais je vis dans un logement à Locatif, loyer oui. et j'ai 65 ans. Ben, je pourrais ouvrir un CELIAP techniquement, ben, je serais admissible, Mhm. puis je pourrais cotiser, puis c'est le laisser le plus longtemps ouvert possible pour permettre de, si jamais ça change, puis que j'ai décidé d'acquérir, ben, je pourrais l'utiliser. Puis sinon, ben, quand j'atteins ma limite, transfert vers le REER ou le FER, ça ne touche pas les droits des REER, ça touche, c'est vraiment un 40 000 gratuit. Parfait. Intéressant. Je suis propriétaire d'un petit immeuble à logement. Est-ce que je peux utiliser le RAP pour acheter une maison unifamiliale pour ma demeure personnelle? Oui, tout à fait. Il faut vraiment pas Il ne faut pas habiter habiter l'immeuble. normalement. Ouais. Puis là, il faut faire attention, l'exemption de résidence principale, ça va du tout les mêmes définitions que pour le RAP, l'IAP et le crédit pour achat de la première habitation. Donc, si j'ai un immeuble à logement locatif et que je vis chez mes parents ou que je vis à loyer, je peux très bien utiliser le RAP. Je pourrais même ouvrir un CELIAP, je Mhm. pourrais avoir le crédit d'impôt. Il ne faut pas que j'aille vécu l'année du retrait, là, juste avant le retrait, dans une propriété qui m'appartenait ou qui appartenait à mon conjoint cette année et les 4 années précédentes. Donc, c'est juste ça qu'il faut Il faut regarder. s'assurer. Quelle date on peut commencer à contribuer au CELI en 2025? Mais c'est le 1er janvier. Bien sûr, les marchés sont pas ouverts le 1er janvier. Donc, ça va être investi le 2 janvier par la suite. Donc, vous pouvez à partir du 2 janvier sans problème. Est-ce qu'il y a des barèmes spécifiques concernant le day trading ou le spéculatif? Donc là, c'est les questions du CELIA. Parce qu'on a Mhm. des questions, est-ce que je peux mettre dans du Bitcoin, dans un Ouais. CELI? C'est quoi les... Fait que là, on rentre dans le... Comment vont-ils savoir si c'est spéculatif, ce n'est pas? Y a-t-il des règles? Ben, même la question du Bitcoin, vous voyez, actuellement, le Finance Canada est en consultation. On a eu déjà 2 consultations de mon côté sur justement est-ce qu'il devrait permettre une flexibilité plus grande dans les REER CELI et autres sur les Bitcoins. Mhm, Nous, on recommande non, mhm. c'est-à-dire de maintenir plutôt les Bitcoins sous forme de fonds plus sécuritaires parce qu'il y a tellement de fraude. Donc, Ouais. mais ils sont en train de, vous allez voir sortir quelque chose probablement dans la prochaine année. L'autre chose qu'il faut faire attention, c'est ce qu'on a dit, surtout au niveau du CELI.
C'est quoi les critères? Ils sont nombreux. C'est la jurisprudence qui nous les a donnés. Honnêtement, on est même en train de les revisiter, mais du day trading, il faut mesurer l'intention. Lorsque mon intention, c'est seulement de faire du Du gain, oui. profit et que je transige à très court terme ou j'achète des titres très spéculatifs, des options, d'autres trucs comme ça, ben, automatiquement, on va avoir tendance à dire que c'est du revenu d'entreprise. Mhm. Et malheureusement, ben là, ça, c'est imposable. Alors, peut-on vraiment désigner un chalet comme résidence principale, même si on y passe que quelques jours par année? Eh oui, Ben oui, absolument. c'est la beauté. Est-ce qu'il y a des changements pour les RRI, donc les régimes de retraite individuels? Individuel. Non, il n'y a pas de changement pour les régimes de retraite individuels. C'est des gens qui sont incorporés, Mhm. qui, au lieu de cotiser au REER, Ah, vont faire un fonds de pension à prestation déterminée pour soi-même, dans le fond. absolument. Non, pas de Il changement. y avait des questions parce qu'il avait peut-être mal compris nos commentaires au niveau de l'avis de cotisation électronique. Est-ce qu'on Mhm. peut clarifier? Bien sûr. Oui, Avec compte, depuis maintenant, ça fait 2 ans où on doit faire nos déclarations maintenant en ligne versus les papiers. C'est oui. vraiment à ce moment-là que la différence Ben, arrive. il y a un choix. Au début, le gouvernement nous avait dit ben, tout le monde va être obligé d'être inscrit puis de recevoir leurs avis de cotisation seulement en Par ligne. courriel, oui. Là, ben, ça a sauté un peu, là. C'est certain qu'on a dit non. Tu sais. Fait qu'on Et reçoit un donc, avis du gouvernement par courriel qui nous dit allez sur mon dossier ARC, exactement. cherchez vos avis de Et cotisation. automatiquement, on est inscrit, ben, on s'inscrit, on doit automatiquement le recevoir par en ligne. Par contre, on peut choisir, c'est là qu'il faut aller poser un geste de le recevoir papier. C'est une question de réduction de papier, là. Puis si on veut continuer à le recevoir, on peut toujours aller choisir. Bon, gain en capital sur un terrain, est-ce possible de répartir le gain sur plus d'une année? Bien, lorsqu'on vend un bien, que ce soit un C'est terrain, n'importe quel, la seule façon de le répartir le gain sur plusieurs années, c'est d'avoir une provision, c'est-à-dire que le vendeur va nous payer sur sur plusieurs années et on ne peut pas aller plus loin que 5 ans. Donc, oui, d'ailleurs, ça va être sûrement, nous, on appelle ça les provisions, les réserves. D'ailleurs, ça va sûrement être une façon aussi qu'on va utiliser de multiplier notre 250 000 de plafond, surtout quand on a une transaction d'un bien immobilier vers la fin de l'année. Mhm. Ben, si on est capable d'avoir un solde de prix de vente l'année suivante, ben, on vient d'avoir la possibilité de scinder, de multiplier notre plafond de 250 000 sur 2 ans. Donc, Non, ça va être parfait. une des planifications qu'on va faire. On avait des questions sur le CELI, la spéculation, je pense qu'on l'a déjà expliqué. Je voulais voir eux qui m'intéressaient. Euh, Est-ce possible d'ouvrir un CELI app pour acheter ma première maison à moi, sachant qu'en 2018, j'avais acheté un Plex avec mon ex et qu'on l'a vendu en 2024? Ben, la question, c'est est-ce que j'ai habité mon Plex? Est-ce que j'étais Oui, propriétaire puis j'ai habité mon Plex? malheureusement, J'étais donc il faut propriétaire. toujours se positionner au moment où j'ouvre le CELIAP, est-ce que je me qualifie? Honnêtement, il y a beaucoup d'erreurs d'ouverture, énormément. Là, j'ai parlé à plusieurs contacts dans les institutions financières. Il faut aller sur le site, c'est bien fait, tant pour le RAP que le Mhm. CELIAP. Sur le site de l'agence, il y a un formulaire, c'est comme un arbre décisionnel. Je coche, 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 puis on voit si je suis admissible ou pas. Donc, Mhm. dans une situation comme ça, je verrais si la personne n'a pas habité une maison qui lui appartient ou appartenait à son conjoint. Habiter normalement, ça veut dire que c'est là que je dors le plus souvent, je Ouais. reçois mon courrier, je vais voter. Ben là, à ce moment-là, elle pourrait ouvrir le CELIAP et plus tard utiliser les sommes. Donc, il y a des critères au moment de l'ouverture, le Oui. CELIAP, puis là, il y a d'autres D'autres critères critères au à la moment du sortie. retrait Mhm. pour que le retrait soit admissible, c'est-à-dire non imposable. Au niveau du non imposable, là, le retrait, ben, le conjoint n'entache plus notre situation. Donc, je pourrais Ouais. ouvrir un CELIAP, cotiser, déménager avec mon conjoint qui, lui, est propriétaire du condo, Il n'y a pas de continuer problème. à cotiser, Mhm. souvent j'ai cette question-là, Cacher une part. et éventuellement acheter une moitié de son condo, ça, il n'y a pas de problème. Super. Il est déjà 1 heure, donc on va respecter nos temps. On voudrait prendre le temps de vous remercier pour vos questions. Il y en a quelques autres, n'ayez crainte, on va y répondre, ça va nous faire plaisir. N'oubliez pas qu'à la fermeture de l'écran, vous allez avoir un sondage sur l'expérience d'aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, remplissez-le. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire et voir les sujets que vous voulez qu'on aborde dans le futur. Alors, au nom de toute l'équipe de Gestion Ferrique et Service d'investissement Ferrique, et encore merci à Nathalie d'être Un avec nous plaisir. aujourd'hui. On vous remercie, on vous souhaite de joyeuses fêtes. Profitez-en, reposez-vous et on vous revoit l'année prochaine.